Je me prénomme Franck. Dès que cette journée a débuté, j'ai su qu'elle me serait néfaste. J'ai toujours été fasciné par les romans et les nouvelles fantastiques. Je ne savais pas alors à quel point cela allait bouleverser ma vie. Déjà enfant, je n'aimais que les contes et les récits de fiction. Toutes ces histoires qui vous transportent dans des mondes étranges, différents, tout en étant semblables. Je m'identifiais soit au héros ou à l'anti-héros, selon l'histoire, selon mon humeur, ou selon leurs histoires et caractères à eux. Je riais, je pleurais et frémissais au fur et à mesure que mon doigt suivait les lignes. Je vivais mes lectures à travers mon imagination et mes rêves, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Je rêvais de m'envoler pour le pays imaginaire et de terrasser l'immonde capitaine Crochet lorsque je lisais les aventures écrites par Sir James Barrie. La manière dont Lewis Carroll décrivait le chapelier fou, le lièvre de Mars, me les rendait follement sympathiques et divertissants, comme j'aimerais aimer les rencontrer en chair et en os. Nous serions devenus amis, c'est sûr. Malheureusement, lorsque j'allais voir une adaptation cinématographique, j'étais souvent déçu, car cela ne correspondait que très peu au livre, l'histoire étant souvent trop longue pour en faire un film compris entre 1h30 et 2 heures. Et cela était toujours très différent de la façon dont j'avais imaginé les faits et les personnages. Je passais beaucoup de temps durant les récréations à lire. De ce fait, je n'avais que quelques amis. Ils se comptaient sur les doigts d'une main. Cependant, je leur accordais une plus grande confiance. Je choisissais des amis qui me comprenaient, qui aimaient autant la lecture, le fantastique et la fantaisie que moi. Très vite, mes parents s'inquiétèrent de ce manque de passe-temps et d'amis de mon âge. Ils décidèrent de consulter un psychologue. Ce dernier tenta de les rasséréner en leur disant que ce n'était qu'une passe, que cela ne durerait qu'un temps. Adolescent, je noyais mes chagrins d'amour et tentais d'oublier tous les quolibets dont j'étais la victime à travers les livres d'auteurs tels que Stoker, Poe, Tolkien. C'est également à cette époque que je découvris les jeux vidéo. Certaines personnes jurent que ces divertissements rendent débiles et pourrissent l'imagination. À croire que je suis fait différemment de la plupart des gens, car les jeux que je choisissais eurent l'effet inverse. Je me plaisais à inventer des fins différentes, des aventures alternatives pour les héros de ces histoires animées et interactives. Je m'imaginais d'autres trames, avec moi comme personnage principal aux côtés de mes héros. J'enrichissais même mon vocabulaire et découvrais également la mythologie de divers pays du monde. Ensuite, vint l'université. Je commençais un master en littérature, plus pour satisfaire mes parents qui voulaient me voir diplômée que la plupart de mes rêves. Je me débrouillais plutôt pas mal. Mes années de lecture m'avaient endurci, entraîné et donné une assez bonne culture. J'étais probablement un des lecteurs les plus rapides de la fac. Dès que j'eus le diplôme en poche, suite à l'accord passé avec mes parents, ils me payèrent un master artistique aux beaux-arts. Ma passion pour l'imaginaire me faisait particulièrement apprécier tout ce qui permettait de lui donner corps. Dans une certaine mesure, cela va de soi. Je fis preuve d'une grande volonté face aux critiques. Je ne lâchais pas, je voulais réussir. J'y parvins suite à de nombreux efforts. Ces 2 diplômes me permirent de trouver rapidement une place de publicitaire dans une boîte renommée. C'est également là que je rencontrai Daphné, ma future femme. Cet ensemble de circonstances heureuses me poussa à abandonner la lecture. Je n'avais plus vraiment besoin de m'évader. Je vécus ainsi épanoui pendant environ 8 ans.
8 années de rêve. Mais tout bascula ce matin, lorsque je me levai. Je fus d'abord étonné de ne pas trouver Daphné à mes côtés. D'habitude, elle se levait beaucoup plus tard que moi car elle travaillait suivant un horaire de soirée. Depuis qu'elle avait changé de travail et d'employeur, il y a environ 2 ans. Je n'y prêtais guère attention. Après tout, il ne faut pas s'enfermer dans les habitudes. Je ne m'inquiétais pas, depuis que nous voyons plus que le soir. Après 10 heures en général. Et les week-ends. Elle me disait que notre couple n'avait jamais été aussi soudé, et que cela ravivait le désir dans son cœur. Je parcourus l'appartement. Peut-être pourrait-on bavarder un peu avant que je parte travailler, pensai-je. Hélas, je ne la trouvai nulle part. Je petit déjeunai rapidement, je me rendis immédiatement sur mon lieu de travail. Ah, foutus embouteillages, je me retrouvai coincé pendant une demi-heure. Je montai dans mon bureau, me mis immédiatement à la création de notre nouveau projet avec mes collègues, après avoir présenté mes excuses pour mon retard. La création fut quelque peu laborieuse à mon goût, et au goût de mes collaborateurs. Eux et moi-même n'étions jamais d'accord. Au bout de 2 heures de travail, la sonnerie du téléphone retentit. Henri, un jeune stagiaire, venu pour nous observer et apprendre le métier, décrocha le téléphone. « Tiens, Franck, c'est pour toi. » Je détestais ce stagiaire, c'était un sale petit con. Un faillot de première. De quel droit me tutoyait-il, ce crétin? Le pire, c'est que je ne pouvais rien dire sous peine de passer pour un vieil emmerdeur, pour un ancêtre qui ne supporte ni les jeunes ni le changement. Merci. Allô? Oui? Daphné veut me voir? Oui, tu peux l'envoyer dans notre bureau. De toute façon, je pense qu'on a tous besoin d'une pause. Je raccrochai. Personne ne me contredit. Eux aussi pensaient sûrement qu'une pause ne ferait pas de mal. Daphné, ma chérie, tu voulais me voir? Mon Dieu, qu'elle est belle. Elle portait un ensemble bleu marine et arborait une queue de cheval qui la ferait paraître si jeune. La différence d'âge qui nous séparait paraissait encore plus grande. Oui? Sa voix me parut fébrile et lointaine. Attends, ils vont aller prendre un verre à la machine à café. Nous serons plus tranquilles pour parler. Je préférerais qu'ils restent. Mes collègues se regardèrent mutuellement, à la fois interloqués par la réaction de ma femme, par son allure si jeune, mais aussi choqués par mon attitude directive. Moi-même, je restais ébobie devant l'attitude de mon épouse. Je ne sus que dire. Aussi, Daphné reprit. « Je viens t'annoncer que je te quitte. J'ai récupéré mes affaires. » Je ne comprends pas pourquoi. Et pourquoi venir me le dire directement? Pourquoi ne pas me l'avoir dit ce matin? Pourquoi t'étais parti? Son regard changea. Il devint étrangement paniqué et triste à la fois. J'avais un mauvais pressentiment qui ne me quittait pas. Les mauvaises nouvelles ne faisaient que commencer. J'avais l'impression d'une mauvaise blague. Pour quelle raison, je l'ignorais, du moins pour l'instant. Tu devrais le savoir, j'ai peur. Peur de toi, peur de tes réactions. Sa voix tremblait et elle se mit à fondre en larmes. Comment? Une forme d'agacement perçait vaguement dans ma voix. Je ne veux plus que tu lèves la main sur moi. Elle essuya ses larmes du revers de la manche. Pourquoi agissait-elle ainsi? Je ne comprenais plus rien. Pourquoi disait-elle de telles choses? Jamais je n'aurais agi de la sorte. Je l'aimais beaucoup trop pour cela. Je n'ai même jamais élevé la voix sur elle. Je serais mort pour son seul plaisir. Voulait-elle me faire passer pour un monstre? Que lui avais-je fait pour susciter en elle une telle haine? Je sentis le regard de mes collaborateurs se braquer sur moi. Jamais je n'avais observé de regard si froid,
si désapprobateur, si déstabilisant. Je sentis mes poings se fermer et tous mes muscles se crisper. Mon regard se vissa sur le sol. Une boule enfla dans ma gorge. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera en présence de nos avocats. Plus jamais je ne serai séquestrée par un homme. Elle tourna les talons et quitta la pièce. Je fus le seul à voir un sourire en coin apparaître sur ses lèvres. Comment avait-elle osé? Cependant, je sentais que cette journée serait plus néfaste encore. Un silence de mort s'installa dans les locaux. Vous n'avez jamais vu un homme se faire plaquer par sa femme? Bande de rapaces assoiffés de scandale, à présent ils détournent leur tête pour ne pas affronter mon regard. Pas un seul n'avait ouvert la bouche. Pourtant, certains me connaissaient depuis mon arrivée dans la société. Nous recommençâmes à travailler dans une ambiance des plus pesantes. J'eus beau présenter mes idées, personne ne me répondait. Ils m'ignoraient tous comme si j'étais absent. Cette situation insupportable dura jusqu'à ce qu'Henri prit timidement la parole. Fausse timidité, selon moi. « Franck, on a oublié de te prévenir. Juste avant ton arrivée, le patron a téléphoné, il veut te voir. Aujourd'hui à 14h30. » Les autres nous regardaient alternativement, avec une sorte de crainte dans le regard. Pendant un instant, j'eus l'intime conviction qu'ils pensaient que j'allais m'énerver. Peut-être même pensait-il qu'après les événements du matin, j'allais lui sauter à la gorge. J'avais rendez-vous dans 40 minutes environ. Ne supportant plus ni la façon dont mes collègues me fixaient, ni l'atmosphère oppressante qui régnait dans les bureaux, je prétextai une envie pressante et sortis de la pièce. Je me passai un peu d'eau sur le visage. Ce ne pouvait être qu'un cauchemar, je devais me réveiller. Mon reflet me parut étranger, trouble et si différent. L'heure approchait où je devrais affronter mon chef. Que voulait-il encore? L'attente dans le couloir me paraissait interminable. Les images de ma femme me revenaient sans cesse en mémoire. Même les plus agréables agissaient sur moi comme une lame de couteau cherchant à blesser directement au cœur. La porte s'ouvrit et l'on m'invita à entrer. « Monsieur Nope, savez-vous pourquoi vous êtes ici ?»« Non, non, j'en ai pas la moindre idée. »« C'est tout de même pas à cause de Daphné. Je ne suis pas responsable des actions stupides de mon épouse, pensai-je. Mon retard n'était pas si important. En temps normal, je suis toujours en avance. Vous êtes un employé d'exception, cela va sans dire. Je vous remercie, cependant. Quelle vacherie allait-il me lâcher? Il est rare qu'un employeur vous convoque et vous parle en ces termes sans attaquer par derrière. Cependant, vous commencez peut-être à vous faire un peu vieux. Monsieur, j'ai à peine 36 ans. Je ne parle bien entendu pas de votre âge, mais de votre façon de voir les choses. Votre vision créatrice est quelque peu éculée. Plusieurs de vos collègues se sont plaints de votre ringardise, pour reprendre leurs mots. Et puis il y a eu ce récent retard et cette altercation avec votre femme, qui a eu lieu dans nos locaux. Aussi... Vous me virez? Aussi, je pense qu'il est temps de vous remplacer par une personne plus jeune d'esprit qui saura faire preuve de plus d'initiative et qui, je le pense, saura nous surprendre agréablement. À vous entendre, on dirait que vous m'avez déjà choisi un remplaçant. La boule qui me nouait la gorge refit son apparition. Plus grosse que jamais, j'appréhendais la réponse. Ce n'était pas possible, il n'avait pas osé, il n'avait pas choisi où. Oui, en effet. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'il ne vous en ait pas fait part. Il était si enthousiaste. J'ai choisi ce jeune stagiaire. Comment s'appelle-t-il déjà? Henri? Oui, c'est cela, Henri François. Je l'ai choisi car il a su se faire apprécier de tout le personnel avec une rapidité étonnante. Il a également fait preuve d'un zèle au moins égal au vôtre.
Je ne trouvais rien à répondre. Je hochais bêtement la tête. Comment avait-il pu choisir ce faucheton, ce faux cul? Combien de temps reste-t-il avant que je doive quitter la société? Quelle façon directe de le dire! Puisque vous souhaitez que les choses soient dites de manière si directe, cela ne servira à rien que vous reveniez demain. Vous êtes viré sans préavis. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça vous coûtera cher. Écoutez, premièrement, vous n'êtes pas syndiqué. Donc vous n'êtes pas couvert. Deuxièmement, vous n'avez pas dû bien lire le contrat que vous avez signé, car il est stipulé noir sur blanc que j'ai presque tous les droits. Troisièmement et dernièrement, attaquez si vous voulez, mais je doute qu'avec le procès que votre femme va intenter à votre encontre, vous en ayez encore les moyens. Ma société est une des plus florissantes du pays, et j'ai confiance en Henri pour me rapporter encore davantage d'argent. Maintenant, veuillez prendre vos affaires et partez. Décidément, le sort s'acharnait sur moi. Je rentrai chez moi, je pris le téléphone. Mais je me rendis compte que je n'avais personne à appeler. Je ne connaissais personne dont la compagnie aurait pu me remonter le moral. La sonnerie de la porte d'entrée retentit. Daphné avait-elle changé d'avis? Je m'empressai d'aller ouvrir. Il ne s'agissait que de ma mère. « Bonjour. »« C'est comme ça que tu me dis bonjour ?»« Désolée, mais c'est pas le moment. J'ai vraiment pas envie d'avoir de la visite. » En fait, c'est plutôt elle que j'avais pas envie de voir. « En voilà des façons de parler à sa mère. Et où est Daphné ? » « Elle n'est pas là, elle m'a quitté, si tu veux savoir. Tu dois être contente, tu ne l'as jamais appréciée. »« Ça ne m'étonne pas. Je le savais que tu serais incapable de garder une femme. Surtout une pin-up comme celle-là. Tu ne faisais pas assez d'efforts pour gagner plus d'argent. Ni pour rester mince. Je te l'ai toujours dit. Comment espérais-tu garder cette pain-bêche en étant aussi enrobée et si peu riche ? Je suis sûre qu'elle t'a largué pour un jeune plein de thunes qui prend soin de son image, lui. Je ne l'écoutais déjà presque plus. Je continuais de parler plus pour moi, pour exorciser mes problèmes, que pour que ma mère m'écoute. En plus de ça, j'ai été virée cet après-midi. Tu as toujours été un bon à rien, un incapable, seulement apte à rester enfermé à lire. Il t'a toujours été impossible d'avoir des amis et des relations saines. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Avec une mère comme toi, ça n'a rien de surprenant. La seule chose que tu saches faire, c'est me rabaisser. C'est valable pour toute cette famille de merde. Pas étonnant que je passais mon temps dans les livres pour vous oublier, vous et tous les emmerdeurs et les traîtres qui se trouvaient sur mon chemin. Comment oses-tu ? Commença-t-elle outrée. Maintenant, si tu n'as rien d'autre de plus gentil à ajouter, je te prierai de sortir de chez moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Je n'en revenais pas. J'avais réussi à mettre ma mère à la porte de chez moi. Je ne me souviens plus combien de verres de scotch je bus ce soir-là. Je sais juste que je m'écroulais sur le canapé, sous comme un âne. Le lendemain, je me réveillai avec une gueule de bois épouvantable. J'aperçus un livre sur la table basse à côté de moi. Étrangement, je ne parvins pas à lire le titre. Je le reposai sur le guéridon, puis allai vers la cuisine pour me chercher un verre d'eau, tellement j'avais la bouche pâteuse. Mais ce livre m'obnubilait. Je retournai dans le salon et m'en emparai de nouveau. Cette fois, je réussis à déchiffrer ce qui était inscrit. Frank Nope, du rêveur au loser. Et le sous-titre était le suivant, à moins que ce ne soit l'inverse. Je l'ouvris, je commençai à lire. Les premières pages racontaient en détail ma naissance, comment j'étais né prématuré, d'1 mois par césarienne, le stress du médecin accoucheur. Lorsqu'il me crut mort, j'interrompis ma lecture. Je sentis une sueur froide perler sur mon front.
Je pris d'autres pages au hasard. Je lus l'intégralité de mon premier râteau. Elle s'appelait Kate. En lisant, je compris pourquoi elle n'avait pas voulu de moi. Comment avais-je pu être aussi stupide? J'avançais davantage. J'arrivais au moment où Daphné... Je ne pus continuer ma lecture, je fermai l'ouvrage, d'un geste rageur. Puis, empli de désespoir, je m'allongeai à nouveau sur le canapé. Je m'enfonçai rapidement dans un profond songe. Du moins le pensais-je. Je me retrouvais dans un couloir plutôt long. D'étranges cadres couvraient les murs. À ma gauche, une porte s'entr'ouvrit. Je me sentis irrémédiablement attiré dans sa direction. Je jetai un coup d'œil. Ne voyant pas grand-chose, je décidai de pénétrer dans la pièce. Devant moi se trouvaient deux superbes créatures, deux déesses dignes d'Aphrodite en personne. L'une d'entre elles, plus blonde que les blés, s'approcha de moi avec une démarche des plus langoureuses. Elle était vêtue d'une simple guêpière. Sa peau de nacre reflétait la douce lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres. Un tel éclat émanait d'elle. J'étais hypnotisé par tant de vénusté. Elle se saisit de ma main, la porta à sa bouche. Je sentis son souffle chaud, puis la douceur de sa bouche écarlate se poser sur mon poignet, avant de remonter le long de mon bras, avec une lenteur extrêmement sensuelle. Sa compagne, à la chevelure d'ébène, s'avança à son tour. Sa nuisette de soie laissait deviner des courbes plus qu'avantageuses. Elle prit ma main, la fit courir le long de son doux visage jusqu'à sa bouche. Elle embrassa tendrement mes phalanges. L'une m'embrassait passionnément, tandis que l'autre baisait mon torse avec fougue. Leur corps exhalait un parfum des plus envoûtants, enivrant et entêtant qu'il m'ait jamais été donné de humer. J'avais l'impression d'être aux mains de deux puissants succubes. Toute volonté m'était arrachée. J'étais devenu leur jouet. Mais Dieu, que c'était bon! Je n'aurais changé de place pour rien au monde. Quel plaisir d'être sans volonté, d'être le jouet de deux femmes aussi sublimes! Ce ne pouvait être qu'un rêve. Il est impossible qu'un rêve réveille à ce point les sens. Je ressentais absolument tout. Le goût de leurs baisers persistait délicieusement dans ma bouche, troublant mes pensées. Un léger courant d'air frais s'insinua sous la porte. Un frisson intense courut le long de mon échine. Tous les poils de mon corps se hérissèrent, provoquant en moi toute une palette d'émotions et de sensations nouvelles. Je sentais les doigts de ces beautés fatales parcourir chaque centimètre de mon corps. Leurs caresses se révélaient tellement suaves. Oh, cette douceur, cette tendresse! Jamais je n'en avais connu de telles. Je sentais la chaleur de leur corps contre le mien. Je fermais les yeux pour mieux apprécier chaque seconde. Tout à coup, je n'éprouvais plus aucune sensation. Ce fut le vide total. J'appréhendais vraiment d'ouvrir à nouveau les yeux. Un mauvais pressentiment m'assaillit. Je commençai à écarquiller un œil, puis l'autre. J'étais de retour dans mon sofa, dans cette vie morne où les sens s'éteignent. La boîte aux lettres débordait. Combien de temps avais-je dormi? J'amenais toute cette paperasse sur la table de la cuisine. Il s'agissait principalement de factures. Une lettre attira mon attention parmi tout ce fouillis. Il s'agissait d'un préavis d'expulsion. Mon propriétaire m'annonçait que je devais être parti d'ici un mois. Motif invoqué, loyer impayé. Décidément, tout dans ma vie allait de Charib en Scylla. Je m'en pouvais plus, cette vie.
mais elle est abominable. Je me préparais un repas frugal. Je le trouvais totalement insipide. Le rêve que j'avais fait m'obsédait. Le livre, portant mon nom et racontant ma vie, gisait toujours sur le guéridon. Je passais l'après-midi à le fixer en me demandant si mon songe y était inscrit, et de quelle façon. Pourtant, je n'osais même pas l'effleurer, de peur que ce qui m'attendait fût encore pire que ce que j'avais déjà vécu jusqu'à présent. Qu'allais-je devenir? Plus le temps passait, et plus je désirais ardemment retourner me coucher pour oublier cette vie désastreuse. Je rejoignis mon lit, me mis en pyjama, m'étendis, et fermai les yeux dans l'espoir de fuir ce monde qui me trahissait. Le sommeil fut long à venir. Lorsqu'enfin il s'empara de moi, je me sentis véritablement absorbé. L'angoisse me remplit. Ce rêve, loin d'être comme le précédent, me glaça d'horreur. J'espérais que c'était un cauchemar. Je ne distinguais plus vraiment la frontière séparant la réalité du rêve. J'étais pétrifié dans mon lit. Une obscurité opaque régnait dans la pièce. Une étrange présence que je ressentais comme néfaste s'approchait lentement de moi. Lentement, très lentement. Dès que je repris le contrôle de mon corps, je tentai en vain d'allumer les lampes. Ma respiration devint haletante. L'aura maléfique se faisait de plus en plus oppressante. Soudain, je me trouvai debout, dans de l'eau agréablement fraîche. À ma droite s'écoulait une magnifique cascade. Un fracas assourdissant émanait de la base de la cataracte. L'eau écumait en millions de bulles irisées. Des cerisiers en fleurs bordaient le petit lac où je me baignais. Les pétales s'envolaient majestueusement sous une douce brise d'été. Ce spectacle enchanteur me ravissait. J'entamai quelques pas en direction de la berge, lorsque le paysage qui m'entourait se transmua de nouveau. Je me retrouvai dans une vaste salle à manger. Devant moi, une grande table, pour 8 personnes, sur laquelle étaient dressés maintes plats, couverts de divers mets, plus ou moins sophistiqués, dont la plupart m'étaient inconnus. Un jeune homme aux cheveux roux, au teint légèrement hâlé, présidait la table. Son complet anthracite avantageait l'émeraude de ses yeux. Il me fixa quelques instants, puis m'invita à m'asseoir. Je ne savais quelle chaise choisir, étant donné qu'elles étaient toutes libres. Je pris la plus proche de moi. Mon hôte m'invita à goûter les moultes spécialités. Je remplis mon assiette de ce qui paraissait être le plus savoureux. Il y en avait pour tous les goûts, de quoi ravir les palais les plus délicats. Toutes les saveurs tourbillonnaient dans ma bouche, et sur la table, une palette de millions de couleurs. Je sentis sur ma langue une subtile nuance, à la fois légèrement aigre-douce, amère, puis elle se changea en une douce mélodie sucrée-salée. Que de délices en un repas! Et la conversation! Jamais je n'avais rencontré homme plus cultivé, plus réfléchi que l'homme qui m'accueillait à sa table. Quelle réjouissance pour l'esprit, l'âme, les papilles, le nez et même la vue. J'aurais aimé rester dans ce cadre plus longtemps, mais j'entendais déjà le grondement lointain du tonnerre, signe que j'allais bientôt devoir partir. Au moins, grâce à ce repas, avais-je pu reprendre des forces. « Capitaine, il en vient encore! Vous croyez qu'on a une chance ?» Le temps de battre des paupières, je me battais à bord d'un voilier, visiblement un bateau pirate arborant le pavillon noir. Je combattais pléthore de corsaires anglais aux côtés des flibustiers. Je sentis couler dans mes veines une force nouvelle. Je portais un pantalon court noir, une chemise ouverte et crue, et dans la main droite je maniais,
avec une habileté qui m'étonna moi-même, un sabre d'abordage au tranchant récemment affûté. Ce sentiment de puissance m'exaltait. Je tournai la tête pour regarder ce qui se passait alentour. Mon cœur se serra. La peine, la souffrance m'assaillit. Ce qui aurait pu paraître étrange, car je n'avais jamais vu mes compagnons auparavant. Pourtant il me semblait les connaître de longue date. J'aurais pu dire leur nom à tous, citer le nom de toutes leurs maîtresses, leur alcool favori. Je voyais tomber mes frères d'armes. Après la désolation survint la rage. Je hurlai en brandissant mon arme devant moi. Je me défendis comme personne. Un cri plus fort encore que tous ceux qui régnaient sur ce champ de bataille résonna sur le navire. Je tournai la tête dans sa direction. Notre capitaine venait de tomber au combat. Soudain, je ressentis une violente douleur à l'abdomen. Je lâchai ma lame. Ce simple moment de distraction m'avait coûté fort cher. Il n'y a pas de place dans un combat pour l'étourderie. Machinalement, je déplaçai une main en direction du mal. Le sang coulait abondamment. La lame ennemie m'avait transpercé la poitrine, juste au-dessus de l'estomac, en plein dans le plexus solaire. La douleur était intense. Je commençais à ressentir un froid hautement désagréable m'envahir. Pourquoi ne changeais-je pas de rêve? Pourquoi je restais sur ce bateau pirate? Et ce froid, je me sens glacé. Je me sens faiblir. Tiens, c'est bizarre. Je ne ressens plus la douleur. Mais cette froideur est de plus en plus intense. C'est mauvais signe. Ma vision se trouble. Vais-je enfin changer de décor? Tout devient sombre, puis noir. Hier matin, Frank Knope a été retrouvé mort à son domicile. La police a conclu un homicide volontaire à l'arme blanche du fait d'une profonde entaille dans la région de l'estomac. L'arme du crime n'a pas encore été retrouvée, mais il s'agit vraisemblablement d'un sabre d'abordage tel qu'en utilisaient jadis les pirates et les corsaires. Probablement une pièce de reconstitution ou dérobée dans un musée. Les enquêteurs s'interrogent également sur la façon dont le tueur a pu procéder car, visiblement, la victime dormait au moment des faits et n'a pas été réveillée par l'intrusion. Chose étrange, les officiers ont noté la présence d'un livre totalement vierge sur les lieux du crime. Dans le salon du jeune homme, plus exactement. Rien n'était inscrit sur les pages de l'ouvrage. Jusque-là, rien d'anormal, si ce n'est que ses couvertures étaient parfaitement immaculées. Journal, le matin.